Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer sollicite le soutien des forces de défense et de sécurité pour gagner son combat. La cible, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Une rencontre sur l'élimination de ces deux pratiques s'est ouverte ce matin dans la capitale burkinabé. Des précisions dans un instant. Et puis en Indonésie, la terre continue de trembler après le violent séisme de dimanche. Ce jeudi, une violente réplique de magnitude 5,9 a frappé l'île de Lombok. Le bilan de la catastrophe s'est alourdi et fait désormais état de 319 morts. Impliquer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants, c'est l'objectif de la journée d'information et de sensibilisation initiée ce matin par le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer sous la houlette de l'épouse du président du Faso. Des détails avec Roger Kam et Oumou Sissé. Les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants sont toujours d'actualité au Burkina Faso et dans de nombreux autres pays. Et les chiffres en disent long sur l'ampleur de ces deux pratiques. Au Burkina Faso, 67,3% des femmes de 15 à 49 ans sont mutilées, avec une tendance à la baisse chez les enfants de 0 à 14 ans. Quant au mariage des enfants, notre pays occupe la 5e place au niveau mondial avec un taux de prévalence de 52%. Des pratiques qui ont de lourdes conséquences. Ces conséquences sont, entre autres, les traumatismes physiques, psychologiques, les nombreuses séquelles, parmi lesquelles les fistules, les prolapsus, qui peuvent rendre les victimes définitivement stériles, ce qui constitue un lourd handicap social dans nos sociétés. Malheureusement, sans qu'on ne s'en doute, ces deux pratiques peuvent également entraîner la mort. Avec ces différentes conséquences, il est urgent de renforcer les actions pour leur éradication. D'où cette journée de sensibilisation et de plaidoyer au profit des corps habillés femmes. La présente journée de sensibilisation et de plaidoyer sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants à votre intention, mesdames les membres des corps habillés, rentre dans ce cadre de la mise en œuvre de notre feuille de route et a pour objectif, entre autres, d'informer et de sensibiliser les forces de défense et de sécurité sur la lutte contre les pratiques des mutilations génitales féminines et de mariage d'enfants dans notre pays. De susciter une plus grande adhésion et implication des forces de défense et de sécurité dans la promotion de l'élimination de ces deux pratiques. Au sortir de cette journée de sensibilisation, il est attendu des corps habillés femmes un engagement ferme aux côtés du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo afin de débarrasser le Burkina Faso de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine du travail, de l'emploi et de la protection sociale? Nous sommes donc dans l'exécution du PN2S. Les départements ministériels concernés et leurs partenaires techniques et financiers examinent le niveau des réalisations. Le cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et sécurité sociale doit aussi formuler des recommandations pour une meilleure exécution des activités prévues au titre de l'année 2018. Des précisions avec Christine Koulibaly. Le bilan à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et protection sociale jugé satisfaisant. Ce sont les propos du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Un premier bilan partagé ici avec les partenaires techniques et financiers. Parmi les 189 résultats là, qui sont attendus jusqu'en 2020, il y a 15 qui sont entièrement réalisés à cette date, ce qu'on peut qualifier de réalisation précoce. Et il y a 33% qui ont des taux de réalisation compris supérieurs à 50% et 10% qui ont des taux de réalisation inférieurs, donc compris entre 40 et 50%. Nous avons pu octroyer plus de 5000 financements
à des projets donc, de jeunes. Et nous avons pu également octroyer plus de 13 000 financements à des exploitants agricoles. Un premier bilan jugé satisfaisant qui cache mal cependant certaines insuffisances. On salue très positivement les efforts du ministère pour le travail qu'il a réalisé, aussi pour la formulation de la politique sectorielle et pour respecter les engagements à temps, d'avoir 2 fois par an la revue des performances. On peut encore améliorer, chaque chose peut toujours s'améliorer et donc on s'attend des améliorations aussi dans ce sens. Au sortir de cette revue à mi-parcours, les différents acteurs devraient adopter un rapport de performance, faire des recommandations en vue de corriger les insuffisances et enfin faire des propositions en matière de mobilisation des ressources. Après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel, les conseillers du Conseil supérieur de la communication ont officiellement été installés ce matin. Occasion pour l'équipe sortante de dresser son bilan. Le nouveau président Mathias Tankwano a appelé tous les agents à l'union et au travail pour relever les défis de l'institution. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du Premier ministre Paul Kaba Thieba. Des précisions avec Jean Zongo et Maïmouna Traoré. Cette cérémonie de passation de charge au Conseil supérieur de la communication s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Une famille unie pour surmonter les obstacles et donner à l'instance de régulation de la communication ses lettres de noblesse. Le président par intérim décrit ici les conditions dans lesquelles il a travaillé et fait des observations à la nouvelle équipe. Le plus grand et amer souvenir que j'en garde, c'est lorsque, faisant irruption dans la salle du conseil, une partie du personnel administratif interrompit une session du collège le 18 mars 2016. L'administration est un outil technique au service de la mission des conseillers. Cette orthodoxie, qui est d'ailleurs légale, doit être impérativement restaurée. Le nouveau président du Conseil supérieur de la communication invite alors les agents à se mettre à la tâche dans l'unité et l'esprit d'équipe. La priorité sera de ramener d'abord la sérénité au sein de la maison. Nous lançons à nouveau un appel à l'ensemble du personnel pour qu'ils comprennent que c'est dans l'unité et l'unité seule que nous pourrons accomplir notre mission. Je réitère le même appel à l'endroit du monde de la presse et de la communication et de la publicité pour dire que le seul souci qui va animer mon équipe et moi, c'est le souci de réguler la presse dans l'intérêt de la liberté de la presse. Je suis convaincu qu'avec la prise de fonction du nouveau président, que le Conseil supérieur de la communication va en tout cas retrouver la sérénité dont le Conseil a besoin. Il va retrouver également l'enthousiasme et le goût au travail dont cette institution a besoin. La conférence des instances africaines de la communication était présente pour témoigner de la solidarité et du soutien des institutions sœurs à la nouvelle équipe. La Fondation Konrad Adenauer veut une prise en compte du volet sécurité alimentaire dans les plans communaux de développement des communes de la région de l'Est. Dans le cadre de l'exécution de son projet Un monde sans fin, la Fondation a initié une formation à l'intention des acteurs locaux sur les principes de bonne gouvernance en matière de sécurité alimentaire. Amidou Lankwande, Chantal Ouedraogo. Faire de la bonne gouvernance un levier pour prévenir les crises alimentaires, c'est l'objectif de cet atelier de formation à l'intention des élus locaux, organisations de la société civile et des producteurs de la région de l'Est. La crise alimentaire n'est pas une fatalité. Avec des mesures un peu adaptées, nous allons vraiment venir à bout de cette crise. Je m'engage avec tous les différents maires de la région pour dire que nous sommes prêts pour prendre en compte
le volet sécurité alimentaire dans nos programmes de développement. Cette formation, comme je l'ai dit, est vraiment la bienvenue parce que la majeure partie des mairies sont en train d'élaborer leurs plans communaux de développement ou notre plan régional de développement. Initié par la Fondation Konrad Adenauer, dans le cadre du projet Un seul monde sans fin, cette formation devra contribuer à l'intégration des programmes de résilience alimentaire dans les plans communaux de développement. Le plan de formation va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier moment, il y aura une communication introductive pour les outiller sur la question de la résilience. Et puis tout le reste de l'atelier va consister maintenant pour chaque localité à essayer d'identifier sa carte de vulnérabilité. Et puis ensuite nous allons voir les mécanismes d'intégration justement de cette vulnérabilité-là dans les plans locaux de développement. Le projet Un seul monde sans fin est mis en œuvre dans les régions frontalières des 3 pays membres de l'Iptako-Gouma, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le premier convoi des pèlerins burkinabés pour le Hajj 2018 a quitté l'aéroport de Bobo-Dioulasso hier dans la matinée. Ils sont 435 à avoir embarqué dans l'Airbus pour la Terre Sainte où ils accompliront le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à l'aéroport de Bobo-Dioulasso hier avec Hassan Gouragou et Ali Traoré. Il est 18h à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Les pèlerins sont déjà sur place et réceptionnent leurs documents avant d'entrer au salon. À ce niveau, les identités sont contrôlées en plus de certaines formalités d'usage avant de franchir la sécurité. Après cette étape, les pèlerins sont conduits à l'avion via des cars. Et une fois à bord du Airbus, les pèlerins ne cachent pas leur satisfaction. Alhamdulillah, je suis content. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Et je remercie tous les organisateurs. Vraiment, ça a été bien. Je remercie aussi la population du Burkina, ainsi que le gouvernement, tout le monde. Avant le départ de ce premier vol burkinabé de 435 pèlerins, les autorités sont venues réconforter et prodiguer des conseils. Le président du Faso nous a instruit de leur transmettre ces bénédictions et les bénédictions du peuple burkinabé pour que le Hajj qu'ils vont entamer dès aujourd'hui, que ce soit un bon Hajj, qu'Allah facilite. Il leur envoie ces bénédictions et il leur demande qu'une fois en Terre Sainte de prier aussi pour la nation entière. Le voyage de Hajj, c'est un voyage pour charger la clémence. Donc vraiment, on espère bien que les pèlerins vont rentrer dans les bonnes conditions et puis revenir dans les meilleures conditions. Malgré plusieurs complications dans l'organisation de ce 5e pilier de l'islam cette année, tout est finalement sous contrôle. L'organisation d'ici, notre organisation, ça n'a jamais échoué. Il y a des petits problèmes, mais ça n'a pas échoué. Parce que je peux dire que ça s'améliore d'année en année. C'est précisément à 21h30 que l'avion a décollé du sol bobolais en direction de l'Arabie. Les autres vols sont prévus en fonction du programme établi et la particularité cette année est que Air Burkina assure la moitié du trafic. Au-delà des frontières, les autorités et les peuples ivoiriens et burkinabés entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. Une délégation de la région du Sud-Ouest, conduite par le gouverneur, a assisté à la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la région de Bunkani. La cérémonie s'est déroulée à Bouna et a été ponctuée d'un défilé militaire et paramilitaire. Mamadou Ouedraogo, Aboubakar Traoré. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été sobre dans la région de Bunkani. Défilé des corps militaires et paramilitaires et discours du préfet de cette région ont été les temps forts de cette célébration. Thio Fosier a d'abord loué les avancées économiques de son pays, notamment les forts taux de croissance retrouvés ces dernières années, avant de souligner que la réconciliation reste un défi important à relever. Nous devons lutter pour l'avènement d'un État-nation pour recoller les morceaux d'une nation forte, prospère et homogène. Une nation
où des valeurs chères à nos devanciers s'écriront. Les préfets de la région de Bunkani et les festivaliers ont donc salué l'amnistie annoncée la veille par le président Alassane Ouattara au profit d'environ 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Gouago, condamnée pour des crimes liés à la crise post-électorale. Heureux de constater que le président de la République, comme à son accoutumée, a tendu la main une fois de plus à l'opposition, a souhaité que tous les Ivoiriens, comme un seul homme, œuvrent, participent donc au développement de ce si beau pays-là. Une forte délégation de la région du sud-ouest du Burkina a participé à cette fête de l'indépendance du pays frère, la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi, malgré l'atmosphère lourde qui entoure cette célébration, féliciter sincèrement mon ami M. Thio Fosé pour la réussite de ce défilé militaire et aussi pour les efforts qu'il consent pour le bien-être des populations burkinabées, des populations de la région du sud-ouest dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La sobriété de la célébration régionale à Bouna du 58e anniversaire de l'indépendance du pays de Houphouët-Boigny est due au décès ce jour même de Sa Majesté Diarakoroni II, roi de Bouna. Et de 4 pour le professeur Patrice Kouraogo. L'universitaire vient de faire la dédicace de son 4e ouvrage intitulé « Guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrectionnelle au Burkina Faso, analyse socio-culturelle Mouaga des joutes verbales et des gestes des acteurs politiques ». Le livre dépeint la situation politique avant l'insurrection. Adama Giti, Nyarkiteda. L'acte marque la mise sous le marché bibliographique du nouvel ouvrage du professeur Patrice Kouraogo. Intitulé « La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection au Burkina Faso, analyse socio-culturelle Mouaga des joutes verbales et gestes des acteurs politiques », l'œuvre s'inscrit dans la continuité de l'enseignement de cette période phare de l'histoire du Burkina Faso. Beaucoup de travaux se concentraient beaucoup sur l'insurrection et après l'insurrection. Or, la période pré-insurrection était une période très riche en enseignement, riche en déclarations, et je me suis dit qu'il fallait compléter les pas, parce qu'on ne peut pas poser le deuxième pas si le premier n'est pas posé. Dans le souci de mieux répondre à cette exigence, les courants d'idées du livre sont regroupés en 3 grandes parties. La première partie essaie d'analyser les motifs et les causes de l'insurrection au Burkina Faso. Et la deuxième partie est essentiellement axée sur les symboles justement qui ont ponctué les symboles et les gestes, mais aussi les joutes oratoires qui ont ponctué justement cette période pré-insurrectionnelle. La dernière partie de son livre est une sorte, c'est un contrat social qu'il prône pour le vivre ensemble au Burkina Faso, qui doit être marqué par une sorte de refondation, des normes et des valeurs politiques, et aussi du vivre ensemble. Donc pour éviter justement qu'on ne revienne sur des périodes douloureuses telles qu'on l'a connues les 30 et 31 octobre 2014. Pour le haut représentant du président du Faso, Chérif Zi, parrain de la cérémonie de dédicace, la parution de cette œuvre littéraire est une contribution significative à l'édification de l'histoire du Burkina. En Indonésie, pendant que les populations sinistrées attendent toujours des secours, le pays a de nouveau été plongé dans la panique après une violente réplique du séisme de dimanche. L'aide se fait toujours attendre dans certaines régions et pendant ce temps, le bilan s'alourdit. On parle désormais de 319 morts. À l'aéroport de Bali, la panique s'empare immédiatement des voyageurs. Tous ont reconnu les signes d'un nouveau séisme alors que l'île indonésienne de Lombok a été frappée ce jeudi par une violente réplique de magnitude 5,9. Depuis le terrible tremblement de terre il y a 4 jours, les répliques se sont enchaînées mais celle-ci est la plus puissante. Elle aurait causé d'autres dégâts très importants alors que de nombreux rescapés ont dû fuir les abris de fortune dans lesquels ils se trouvaient. De nouvelles victimes sont déjà à déplorer, mais aucun bilan officiel n'a été confirmé. Le séisme de dimanche, de magnitude 6,9, a déjà fait au moins 164 morts selon les autorités locales. Au moins 1400 personnes ont été gravement blessées et quelques 156 000 Indonésiens ont été déplacés. Le nord de l'île a été littéralement ravagé par le tremblement de terre. Plusieurs villages sont détruits et les équipes de secours n'ont pas encore pu atteindre toutes les zones touchées.
Le bilan des victimes devrait donc sans aucun doute s'alourdir. Les autorités appellent à l'aide internationale pour pallier le manque de personnel médical et d'aide à long terme. L'île de Lombok a cruellement besoin de victuailles et de médicaments. L'amnistie accordée à Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et la décision de Joseph Kabila de ne pas se présenter à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo sont largement commentées dans la presse aujourd'hui. La revue de presse est signée Vincent Kenderbego. Grâce présidentielle en Côte d'Ivoire, que va faire Simone Gbagbo de sa liberté? Interrogation de aujourd'hui au Faso. Oubliez ces images du 11 avril 2011 où elle fut arrêtée en compagnie de son mari de président par les Comzones. Qu'on ne soit pas étonné de voir l'ex-première dame vouloir reprendre les rênes de leur parti, le FPI, et même se lancer à la présidentielle de 2020. Elle peut aussi se battre pour l'élargissement de son mari, Laurent Gbagbo, qui pourrait être dans le starting block pour 2020 à l'image d'un Jean-Pierre Bemba dont le dossier judiciaire était plus lourd que Gbagbo, analyse aujourd'hui au Faso. Et on passe les 3000 morts par perte et profit, titre l'observateur Palga sur l'interview d'un journaliste ivoirien. En agissant ainsi, Ouattara espère court-circuiter Henri Konan Bédié et Guillaume Soro, ses alliés avec lesquels il entretient depuis quelque temps des relations tendues. Analyse l'interviewé, avec le risque de ne plus savoir qui est responsable des 3000 âmes perdues dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. En RDC, Kabila au rendez-vous de l'histoire et Chris Idoya. La sagesse a fini par illuminer le fougueux président pour le guider à ne pas jouer au jusqu'au boutisme, et Joseph Kabila sort par la grande porte en décidant, contre toute attente et au bout du suspense, de ne pas se présenter à la présidentielle du 23 décembre. Il fallait être dans les secrets des dieux pour prévoir une telle décision au regard du silence assourdissant de l'intéressé qui laissait planer le doute sur ses intentions réelles. Le dieu Kabila poussé hors de l'Olympique, titre le pays à ce sujet. Et c'est maintenant que l'opposition se doit de réaliser l'alternance, mais il faut d'abord surpasser les égos surdimensionnés et passer au candidat unique, déjà préconisé par Jean-Pierre Bemba. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. Pour cuisiner mes plats de qualité, j'utilise naturellement Dinor. Mais avec tous ces bidons qui se ressemblent au marché, vous vous demandez comment je fais pour reconnaître le vrai Dinor. Premièrement, je demande au vendeur de me donner le vrai bidon Dinor. Ensuite, je vérifie qu'il est bien marqué Sagna sur les deux faces et qu'il y a les deux rayures sur les côtés. Et pour finir, je fais attention à l'étiquette qui doit être marquée avec la goutte en or. Vous aussi, exigez le vrai Dinor. Dinor, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Allô? Ça va? C'est quoi? C'est mon grand-mari. Ton grand-mari? Mbagwanga. Je suis arrivé au pays natal. Apporte-moi les clés de la villa. L'entrepreneur, ces maçons, ils m'ont fait tourner en rond. Rien n'est fait. Comment? Volatiliser? Zakaï. Toi, Bouanga, c'est pas la peine. Combien de fois moi j'ai parlé de Diaspora Baptiste, de Abdoul Service International à ta femme? Tu ne l'as jamais écouté. Voilà ce qui t'arrive. Avec tes histoires de parents. Suivez-moi. Avec Diaspora